Et donc la dernière conférence de ce symposium, c'est le professeur Bridevaux. Alors M. Bridevaux va nous parler du traitement anticancéreux et les PID. Quels sont les consensus actuels et quelles sont les recommandations pratiques. M. Bridevaux est pneumologue, professeur de pneumologie, chef de service à l'hôpital à Genève, en Suisse. Merci, M. Bridevaux. Alors, je ne suis pas tout à fait chef de service à Genève, mais merci quand même pour... C'est en Suisse, Genève. J'ai dit en Suisse. Oui, excusez-moi, c'est parfait. À Genève, oui. Alors, moi, je remercie le professeur Serran de l'invitation. Je suis chaque fois très touché de venir ici. C'est la deuxième fois que je viens. Et chaque fois, je trouve que c'est un accueil qui est au-delà des standards et de toutes les recommandations possibles. Donc, je vais essayer de parler de quelque chose pour lequel il n'y a pas de recommandation ni de consensus. Je vais néanmoins en parler. Alors, je vais vous parler de cancer pulmonaire et puis d'ILD. Hein. Nous, on a l'habitude d'utiliser les algorithmes anglo-saxons. On va parler d'ILD, donc de maladie interstitielle du poumon. Alors, tout d'abord, une petite overview de la situation. Donc, l'incidence du cancer du poumon... Si vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. L'incidence du cancer du poumon tend à diminuer sur les années, et ça, c'est lié à la diminution de la consommation tabagique dans la population. Cet effet est distinct entre les hommes et les femmes, en tout cas dans la situation européenne, puisque les femmes ont eu tendance à consommer plus de tabac relativement aux hommes. Donc on voit ces chiffres ici qui tendent clairement à une diminution. Quand on pense à cancer pulmonaire et qu'on pense à maladie interstitielle du poumon, une chose qu'on peut noter, c'est la concordance des facteurs de risque. Facteur de risque tabac, qui est clairement celui qui est le mieux documenté, mais on peut y voir aussi d'autres facteurs de risque, tels que la pollution de l'air ou la mauvaise qualité de l'environnement intérieur. Il y a par ailleurs des facteurs de risque génétiques qui sont associés aux ILD. On pense à des polymorphismes de MUC5B ou TERT, etc., qui sont également des polymorphismes qu'on va retrouver dans les maladies oncologiques. Quand on parle de maladie interstitielle du poumon, le scanner est absolument indispensable. Vous le savez qu'on distingue différents types. Il y a plus de 1000 pathologies interstitielles du poumon. Alors peut-être qu'il n'y en a que 6 ou 7 qui sont les plus fréquentes, mais le scanner thoracique est l'élément clé pour diagnostiquer ceci. Et ce qu'on veut pour une maladie interstitielle, c'est d'avoir un scanner qui est non injecté et à haute résolution. En oncologie, nos collègues oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes adorent les scans injectés, parce qu'évidemment, ils vont mieux voir différencier ce qu'il y a de l'ordre de la tumeur, c'est l'autre chose, mais le pneumologue, lui, ce qu'il apprécie, c'est le scan non injecté en haute résolution. La plupart des PET scanners dont on dispose, on donne rarement des images qui sont en haute résolution. Un autre aspect des maladies interstitielles, c'est qu'elles s'associent souvent à des signes extra-pulmonaires, surtout quand on a affaire à des NSIP, donc des pneumopathies interstitielles non spécifiques associées à des maladies immunologiques. Et là, c'est une bonne opportunité lors de l'examen clinique, soit par un oncologue, soit par un pneumologue, d'examiner les mains, notamment des patients, qui nous donnent des informations sur un phénomène de rénaux éventuel, sur des mains mécaniques, donc toutes sortes de choses qui peuvent facilement être détectées par le clinicien. Et puis, on a le board multidisciplinaire qui est l'élément clé pour poser un diagnostic aussi définitif que possible de ces maladies interstitielles, sachant qu'on en a une fraction qui va rester de toute façon inclassable. Le problème de ces maladies interstitielles, vous le savez, et surtout pour la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est le risque d'exacerbation. Donc, il y a quelque chose d'un peu imprédictible dans ceci. Bien sûr qu'on a des infections, notamment virales, qui vont trigger une exacerbation, mais elles peuvent survenir dans des contextes tout à fait inconnus. Ce qu'on sait malheureusement, c'est que les traitements chirurgicaux, radiothérapie non stéréotaxique,
où les traitements oncologiques, notamment l'immunothérapie, peut très sévèrement aggraver la situation d'un malade avec une pathologie interstitielle du poumon. Alors quand on pense à pathologie de l'interstice et à cancer du poumon, eh bien, il faut se rappeler que par rapport à la population générale, le risque de cancer du poumon pour ces malades souffrant de pathologie interstitielle, notamment la fibrose pulmonaire hépatique, est beaucoup plus important. Donc on a des risques, un facteur de risque qui est de l'ordre de 3 à 5 fois plus élevé. Donc c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, et c'est une des raisons qui fait qu'on recommande souvent de suivre une fois par année le patient avec une IPF, avec un scanner thoracique, afin de détecter précocement un cancer pulmonaire. La caractéristique de ces cancers est un peu différente des cancers habituels. Ils ont tendance à être localisés dans les champs inférieurs, là où il y a le plus d'éléments cicatriciels, fibrosants qui sont présents. En termes de thérapie, la situation est assez sérieuse avec ces patients, puisque si on décide de les opérer, la mortalité est beaucoup plus élevée que comparée à la mortalité standard d'un patient respiratoire. On a ainsi des mortalités, je regarde mes chiffres encore ici, qui sont de 7% pour les patients avec une maladie fibrosante versus 2% ou moins de 2% actuellement pour ceux qui n'ont pas ces problèmes de santé. La survie à 5 ans est également très largement inférieure que par rapport aux autres cancers pulmonaires. Et puis le problème, c'est qu'on sait que les toxicités pulmonaires des médicaments qu'on a, soit les chimiothérapies, soit les immunothérapies, sont importants dans ce groupe de patients et qu'on n'est pas très bon pour juger qui va développer une complication liée à un traitement oncologique, chimiothérapeutique ou une immunothérapie. Je discuterai après du bénéfice potentiel des médicaments antifibrotiques. Donc, un des aspects clés, c'est avoir un assessment le plus personnalisé possible, le plus précis possible du risque-bénéfice de la chirurgie, parce que la chirurgie n'est pas une option à totalement écarter chez ces patients en cas de maladie interstitielle du poumon. Eh bien, si vous regardez un peu la mortalité globale liée à la chirurgie thoracique, thérapeutique, en cas de cancer du poumon, vous voyez là, cette base de données a déjà été citée auparavant. Vous voyez des chiffres ici qui sont tout à fait grands en termes de nombre de patients qui ont été investigués, près de 80 000 ici. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même une mortalité qui est conséquente. Plus on enlève de poumons, plus la mortalité sera élevée. Elle tend également à augmenter avec l'âge. Et ces chiffres contiennent peu de patients qui ont une maladie interstitielle du poumon. Donc il faut imaginer, pour ceux qui ont une maladie interstitielle, les décaler vers le haut et vers probablement une mortalité plus élevée encore que ceci. Je ne connais personne qui a fait une pneumonectomie chez un patient avec une maladie fibrosante du poumon. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes en chirurgie thoracique ? Pourquoi finalement enlever un peu de poumon, même une petite partie du poumon, cause tellement de problèmes ? C'est des questions qu'on doit se poser comme pneumologue. Et ici, vous avez un algorithme des éléments qui expliquent pourquoi ces patients ont une intolérance à l'exercice et quelque part également une intolérance à la chirurgie. Donc vous voyez que vous avez des problèmes d'hypoxémie avec des problèmes d'échange gazeux, vous avez des problèmes de capacité à l'effort qui sont résumés là-dedans. Et puis, ce qu'on peut observer sur un plan physiologique, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer, c'est que la consommation d'oxygène, plutôt à la ventilation rapportée à la production de CO2, donc cette pente qu'on appelle VE/VCO2, est systématiquement augmentée chez ces sujets. J'essaye de vous montrer un exemple de test d'effort pneumologique. Ici, vous en avez un, avec un vieux paramètre qu'on utilisait, mais qu'on utilise encore pour l'assessment du risque, qui s'appelle la consommation d'oxygène. Et on voit que plus cette consommation d'oxygène est basse, plus le risque de complications au moment de la chirurgie est élevé.
Or, les patients avec une maladie interstitielle ont une consommation d'oxygène encore plus basse que les autres. Et puis le paramètre d'intérêt qu'on suit de plus en plus pour ces patients ILD et les autres, eh bien c'est justement VE-VCO2 ou end-tidal CO2, qui sont deux paramètres qui vont au parallèle. Et on sait que ces deux paramètres, quand ils sont élevés, prédisent un risque de complications qui sont plus élevés. On a maintenant de multiples études qui vont dans ce sens-là, qui nous montrent que VE-VCO2 est un prédicteur important et probablement plus important que la simple mesure de la VO2 qu'on avait l'habitude de faire qu'on fait encore régulièrement. On a ici une étude qu'on a réalisée il y a quelques années qui mettait en évidence également ce facteur de risque. Donc on avait la VO2 qui était le facteur de risque classique pour mal évoluer en chirurgie thoracique. Mais dans une analyse secondaire de ce papier, on identifiait également la pente VE-VCO2 comme un facteur de risque pour avoir une évolution défavorable lors d'une chirurgie. Donc ces patients, encore une fois, les patients avec une maladie de l'interstice se caractérisent par cette élévation de la pente VE-VCO2 si on leur fait un test d'effort pneumologique. Donc au total, maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, le quantifier est une autre affaire et une des questions qui se pose, c'est peut-on essayer de prévenir les complications? Alors on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'essais randomisés qui répondent à la question, il n'y en a aucun. Donc on se base uniquement sur des séries de cas. Donc vous voyez qu'il y en a au moins 2 qui sont japonaises, mais qui ont le mérite de nous montrer peut-être qu'un effet protecteur de la pyrphénidone en tout cas. Le nintédanib aurait probablement un effet équivalent, donc la pyrphénidone et le nintédanib sont les 2 antifibrotiques dont on dispose actuellement sur la survenue de risques post-opératoires. Donc on l'a fait quelques fois, donner de la pyrphénidone avant une chirurgie thoracique, quelques semaines avant, dans la mesure du possible, afin de tenter de réduire le risque de la chirurgie. On avait également beaucoup discuté avec nos collègues chirurgiens pour limiter la chirurgie à la plus petite zone possible et discuter avec nos collègues anesthésistes, comme ça a été discuté auparavant, de tout faire pour limiter les volumes courants, la charge volémique, de manière à éviter une toxicité supplémentaire liée à ce type de manœuvre. Ici un petit papier, papier important, mais d'un design tout à fait limité, puisqu'en gros c'est une série de cas qui a examiné des patients contre des gens qui n'avaient pas eu le traitement du pyrphénidone et qui montre que le risque apparaît moindre de complications si on reçoit de la pyrphénidone. Alors qu'en est-il de la chimiothérapie dans des circonstances comme ceci? Eh bien, il faut évaluer le risque. Parce que dire non, c'est quelque chose de stupide, et dire oui est quelque chose qui est tout aussi stupide que ça. Donc il s'agit de trouver la bonne ligne, le bon patient chez qui on peut prescrire une chimiothérapie, et si oui, laquelle. Alors, ce qu'on craint avec ces immunothérapies, notamment, c'est des pneumonites, des pneumonies immune-related pneumonitis, qui sont une complication malheureusement assez fréquente, comme ça a été mentionné auparavant. La pneumonie se caractérise par une inflammation locale, focale ou diffuse du poumon après une exclusion raisonnable d'une cause infectieuse. Or, le problème de l'exclusion raisonnable, elle dépend beaucoup des moyens qu'on a. Si on a moyen de faire des PCR avec des PCR nasopharyngés et de rechercher 18 virus respiratoires, eh bien, ça c'est très bien. Le moyen de chercher les champignons, c'est très bien. Ça peut être des mananes, des galactomananes, des attitudes de ce type-là. Et la bronchoscopie, c'est très très bien aussi, pour autant qu'on puisse la faire, mais encore faut-il avoir les moyens de rechercher ces virus et ces bactéries. Autrement, on rajoute un geste qui rajoute de la complication sans forcément apporter un intérêt. Et puis on a des gradations dans ces sévérités de pneumonite auto-immune qui vont de G1, pas symptomatique, à G4, la situation où le patient est en train de mourir avec une croissance de la thérapie. La première fois, on observe et on se retire avec le checkpoint inhibiteur, et puis à la fin, avec des G3 et des G4, on va donner de
une corticothérapie intraveineuse à haute dose, avec un retrait probablement définitif du produit, quoique on arrive toujours à s'arranger, enfin parfois on arrive à s'arranger. Alors on arrive à s'arranger, et on arrive également avec des traitements de deuxième ligne en cas d'échec de la corticothérapie, à des traitements de rattrapage en essayant de cibler d'autres biomarqueurs, hein, qui sont, enfin, d'autres cibles, oui, qui causent finalement ces pneumopathies auto-immunes. Ici, vous avez un algorithme qui a été publié, sauf erreur, je ne sais plus si c'est 2020 maintenant, je crois que c'est 2020 cette publication, qui est un avis d'experts, hein, qui est publié dans un journal sérieux, hein, qui s'appelle Lancet Oncology, mais qui résume un petit peu ce qu'on fait quand on a échoué avec les stéroïdes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'autres drogues en fonction du type d'inflammation, et nous, on a tendance à favoriser le tocilizumab dans ces situations, parce qu'on a moins peur du tocilizumab que de l'infliximab, qui a une action qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus de complications infectieuses. Et que le tocilizumab, si on se trompe, finalement, au bout de 2 semaines, on retombe sur nos pattes. Et on peut même redonner une dose supplémentaire. Donc c'est un choix thérapeutique qu'on tend à faire maintenant. On tend même à discuter, dans certaines situations, de la réintroduction du checkpoint inhibiteur sous couverture de tocilizumab. Évidemment, une médecine comme ça, c'est une médecine extrêmement coûteuse, diaboliquement coûteuse, et qui introduit de l'injustice dans les populations. Donc moi, c'est vrai que quand je suis confronté à ces situations, je crois qu'il faut qu'on reste tous très prudents et de tous bien penser à qui a l'opportunité de recevoir une galerie de traitements aussi coûteux. Alors, ensuite, il y a des choses qu'on aime bien. On ne sait pas très bien ce qu'on aime donner dans ces situations. On sait peut-être ce qu'on aime éviter. Et on aime éviter le carboplatine et la vinorelbine. Vinorelbine, c'est moins la mode comme drogue maintenant, mais carboplatine, beaucoup de régimes sont quand même basés sur le carboplatine, paclitaxel. Et puis il reste des options comme la gemcitabine, le docetaxel qui peuvent être donnés. Donc ça, c'est une discussion qui doit se faire de manière personnalisée avec l'oncologue en particulier. Alors une proposition, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent dans ces situations, c'est de faire une médecine qui est très personnalisée, c'est-à-dire qu'on va juger de la gravité de la maladie interstitielle, du bilan humain, du type de maladie interstitielle auquel on est confronté, ensuite juger de la gravité de la maladie oncologique, finalement également intégrer dans l'équation les fonctions pulmonaires, etc., et le pronostic général du patient, et basé là-dessus, essayer de prendre une décision qui est résumée dans ce tableau que je ne vais pas trop détailler. Mais s'il fallait le résumer en 2 mots, c'est plus le patient est sévère, plus on sera prudent sur le plan thérapeutique. Mais interdire un traitement ou s'interdire une option thérapeutique est quelque chose, une décision qui est tout aussi difficile à prendre que se lancer tête baissée là-dedans. Alors ici, je vous propose une approche pragmatique qui est personnelle, en tout cas, c'est celle qu'on essaye d'appliquer dans le centre où on est face à ces situations, avec encore une fois une absence d'évidence clinique forte. Alors je dirais, le premier point, c'est la détection de ces ILD. Et un des gros problèmes auxquels on est confronté, en tout cas je parle pour nous, c'est que le patient peut sortir d'un institut de radiologie sans que le médecin radiologue a porté son regard sur le cancer pulmonaire, il a porté peut-être même un staging du cancer pulmonaire, mais il ne s'est pas préoccupé de l'interstice pulmonaire. Si un PET scanner a été fait, le PET scanner souvent limite l'interprétation du scanner thoracique. Donc il est très important que pour le pneumologue et le radiologue s'intéressent au parenchyme pulmonaire et puissent avertir ses collègues, l'oncologue et surtout le pneumologue, de la présence d'une maladie interstitielle. Donc augmenter la conscience des ILD parmi les radiologues est quelque chose qui est important. On peut augmenter cette conscience également parmi les oncologues, qui sont pour certains des enthousiastes de la thérapie. Et puis, ces patients avec un cancer pulmonaire devraient, en tout cas de mon point de vue,
avoir systématiquement une fonction pulmonaire avant de démarrer un traitement. En effet, une capacité de diffusion réduite permet de détecter, de suspecter une maladie de l'interstice en dépit d'un VEMS, enfin d'une spirométrie qui serait normale. Donc on ne peut pas se contenter dans ces situations de faire que de la spirométrie. Il faut faire également au moins une mesure de la capacité de diffusion. Bon, normalement, dans un centre qui va prescrire de l'immunothérapie ou de la chimio, on devrait pouvoir accéder à ce type de test, mais encore faut-il l'implémenter. Ensuite, une fois qu'une ILD est identifiée ou suspectée, il faut faire un assessment. Et là, c'est le rôle du pneumologue de faire ceci. Cet assessment, il doit se baser sur l'histoire clinique du patient, sur une anamnèse d'exposition, sur un CT scan à haute résolution, sur l'immunologie qu'on fait dans ces situations. De nouveau, une stratification par les fonctions pulmonaires et un test d'effort dans ces cas oncologiques. Je pense qu'il a une utilité. Puis finalement, une fois qu'on a identifié et classifié cette ILD, eh bien, se pose la question, est-ce qu'il faut mettre une thérapie pharmacologique de la maladie de l'interstice, soit une immunosuppression, soit un antifibrotique? Et peut-être que la réponse est oui, il faut y aller de manière plus agressive que dans une situation standard. Il faut clairement éviter les risques pour les patients et puis peut-être préférer la SBRT à une chirurgie qui serait plus lourde dans une situation comme ceci. Mais je pense que l'élément clé est la décision partagée. Et la décision, elle doit être partagée avec le patient et elle doit même contenir à la fin des directives anticipées parce que malheureusement, pour ces patients, le pronostic est plus sombre que pour les patients cancéreux standards. Voilà, j'ai terminé. Merci, monsieur le professeur Bridevaux, pour votre excellente conférence. Et effectivement, vous avez posé un problème qui nous pose problème chez ces patients-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Madame Rice? Des biomarqueurs de suivi de ces patients sous traitement ou bien des marqueurs biologiques, la CRP, des marqueurs d'inflammation. Lorsque ces patients sont sous chimio, sous immuno, comment vous arrivez à les suivre pour identifier la gravité effectivement de l'aggravation de la symptomatologie, c'est clinique, l'apparition, l'aggravation de la toux, la dyspnée, mais surtout, est-ce qu'il y a des marqueurs précoces pour la détection et pour le suivi de ces patients? Alors, je vous donne un avis qui est personnel, parce que la littérature ne nous permet pas de bien répondre. Alors, peut-être comme marqueur personnel, il y a cette capacité de diffusion du monoxyde de carbone, donc ce marqueur qu'on appelle la TLCO. Le patient, la dyspnée, il faut clairement la rechercher de manière plus active que chez d'autres patients. La survenue de symptômes comme la toux, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, ça a été discuté avant. Mais moi, s'il y a un marqueur que je vais mettre en avant, ça serait la capacité de diffusion. Les marqueurs radiologiques sont là aussi. Ce qu'on voit, c'est que le patient reçoit une première dose d'immunothérapie. Pour une raison XYZ, il a un scanner après. Le scanner montre déjà une progression, une aggravation, et pourtant, on continue avec le deuxième et le troisième cycle. Et c'est tout d'un coup au troisième cycle que le patient est hospitalisé dans une situation qui est plus sévère. Donc, la conscience du médecin oncologue qui a malgré tout fait le choix de mettre du nivolumab, du pembrolizumab dans une situation comme ça, il doit avoir un niveau de prudence élevé et avoir une relation très proche avec le pneumologue qui gère le patient pour prévenir des complications et les gérer. Est-ce qu'il y a une place pour les traitements Est-ce qu'il y a une place pour les traitements antifibrosants? Alors, ça dépend de la quantité d'argent que vous avez. Si vous avez beaucoup d'argent, la réponse... En Suisse, par exemple? Non. Vous êtes riche? Non, on ne le fait pas. On le fait de manière personnalisée. C'est-à-dire que si le patient a un clair diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique et que l'indication à un traitement antifibrotique est posée, dans ce cas-là, on va mettre le médicament parce qu'il est remboursé et on est sûr de l'efficacité. Mais sur une base fragile, on ne va pas mettre un médicament qui coûte pas loin de 3 000 € par mois également.
Donc on va essayer de faire les choses avec le plus de rationalité possible. S'il vous Donc plaît. on ne fait pas les choses de manière systématique, si c'est la question. Une question ici, une dernière question si c'est possible. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation et effectivement, en tant qu'oncologue, l'une des grosses problématiques que nous avons, vous avez vu, on a beaucoup de traitements ciblés actuellement, notamment on a des ADC. Ce sont des traitements qui sont très efficaces. Mais par contre, parmi l'effet secondaire majeur qu'on retrouve, ce sont ces pneumopathies interstitielles. Et donc, on est un peu embêté parce qu'on a des traitements extrêmement efficaces, mais il y a cette pneumopathie, il y a cette peur, en fait, à chaque fois qu'on a un patient, on doit mettre sous ADC, et on a même, en dehors des ADC, des thérapeutiques ciblées. Chez ces patients, on trouve une réponse et on a cette pneumopathie. Et puis, c'est vrai que nous, on donne pas mal de corticoïdes, c'est des patients peut-être avec des métastases cérébrales, etc. Mais je sais qu'avec les infections opportunistes, donc je trouve que franchement, c'est un très bel exposé, mais franchement, la pneumopathie interstitielle, ça nous pose et ça nous limite, nous, oncologues, dans nos traitements. Voilà. Bah, clairement, ça limite clairement. Et une pneumopathie interstitielle sévère ou avancée ne devrait pas être traitée avec une immunothérapie. Le risque apparaît comme trop important. S'il vous plaît, madame, vous avez parlé que vous étiez limité par les antibiotiques en vertu d'avoir des fibroses. C'est pas les antibiotiques, c'est les ADC, les antibodies drug conjugués. Les ADC, c'est des anticorps. D'accord. Voilà, okay. antibody drug. En fait, c'est des nouveaux traitements et l'effet majeur, c'est en fait l'ILD. D'accord, ok. Parce qu'avec les antimitotiques. Bien, je crois que. Il y a des profils sérologiques humains qui sont des facteurs de risque pour développer des pneumopathies interstitielles aggravées sous immunothérapie. Et si vous avez certains de ces marqueurs, je pense à SRP, je pense à... Et ça, c'est des marqueurs... Et alors là, dans ces situations, il faut absolument éviter. Voilà. Puis dans les autres situations, je crois qu'il faut avoir une discussion avec le pneumologue qui gère le cas. Bien, merci beaucoup, professeur, pour votre conférence.